Imaginons un instant une artère vitale, quelque part dans le corps humain. Si on pince cette artère, ne serait-ce qu'une toute petite fraction de seconde, c'est tout l'organisme qui manque d'oxygène, qui s'emballe et qui finalement défaille. Ouais, c'est exactement ça. Le système panique complètement. Et c'est vraiment ce qui se déroule sous nos yeux en ce mardi 5 mai 2026, mais genre à l'échelle planétaire. Un tir non revendiqué sur un navire au Moyen-Orient, ça se transforme presque instantanément en une vraie crise pour une famille qui cherche juste à se nourrir à des milliers de kilomètres de là. Tout à fait. C'est fascinant et terrifiant à la fois. C'est clair. Et l'objectif de notre exploration approfondie aujourd'hui, c'est de comprendre cette mécanique un peu vertigineuse, quoi. Au lieu de subir l'actualité comme un espèce de flux chaotique et anxiogène, l'idée c'est vraiment de tracer le fil invisible, celui qui relie un détroit en feu, une inflation qui s'emballe, la chute soudaine d'un gouvernement européen, et puis pour finir par trouver une forme d'apaisement assez inattendue dans la trajectoire d'une boule de billard et la poussière d'une comète. C'est un sacré programme. Mais avant d'entrer dans la mécanique complexe de tous ces événements, il y a une précision vraiment essentielle qui s'impose pour tous ceux qui nous écoutent. Ouais, vas-y, c'est super important. L'actualité qu'on décrypte aujourd'hui, elle est traversée par des tensions extrêmes. On parle d'un affrontement militaire ouvert qui implique les États-Unis et l'Iran, et aussi de l'effondrement d'une coalition politique en Roumanie. Donc, notre démarche ici, elle s'inscrit dans une stricte neutralité. Il s'agit en aucun cas de prendre parti, ni de juger, d'approuver ou de condamner les décisions d'un gouvernement ou d'une force armée, hein. Absolument, on est là pour comprendre, pas pour distribuer des bons points. Exactement. L'analyse qui suit, elle est purement factuelle. Le but, c'est vraiment d'étudier les rouages géopolitiques et économiques, de comprendre comment une action A entraîne une conséquence B, sans jamais, mais vraiment jamais, émettre de jugement de valeur politique. On reste purement neutre. C'est un cadre indispensable, tu vois, pour garder les idées claires face à tout ça. Ok, décortiquons tout ça. Pour saisir un peu l'état de nervosité de l'économie globale aujourd'hui, le point de départ incontournable, c'est le détroit d'Ormuz. Oui, c'est vraiment l'épicentre en ce moment. C'est ça, on parle d'une situation qui dégénère super rapidement entre les États-Unis et l'Iran. La trêve, qui était déjà extrêmement fragile, elle semble au bord de l'implosion totale. On observe des échanges de tirs, des frappes dont l'origine reste assez floue. Et surtout, et c'est là que ça devient critique, des navires marchands qui sont directement pris pour cible. C'est ça qui change la donne, ouais. Et il y a même des informations, pas encore confirmées, mais qui évoquent des pertes civiles. Donc on n'est plus du tout dans la diplomatie de couloir, là. On est dans le conflit ouvert sur l'une des voies maritimes les plus sensibles au monde, quoi. Et la sensibilité de cette voie, faut bien comprendre qu'elle relève pas d'une quelconque idéologie, c'est de la géographie pure et dure. Le détroit d'Ormuz, c'est un goulot d'étranglement physique. C'est tout petit en plus, hein. Mais oui, et pourtant, 20% du pétrole mondial transite par ce minuscule bras de mer. Un quart de l'énergie physique, tu te rends compte? L'énergie qui est nécessaire pour faire tourner les usines, chauffer les bâtiments, transporter les marchandises de la planète entière, ça passe par un canal où des tirs croisés ont lieu en ce moment même. Ah, c'est là que l'image de la valve à Oort, elle prend tout son sens, quoi. 20%, c'est pas une petite marge d'erreur, hein. C'est littéralement le sang de l'économie. C'est exactement ça, oui. Si on pince cette valve, la réaction du corps, elle est instantanée. Et d'ailleurs, on le voit déjà. Les prix du brut y flambent d'une manière hyper spectaculaire aux bourses de Londres et de Tokyo. Mais ce qui retient vraiment l'attention, c'est les prévisions macroéconomiques qui tombent en parallèle, tu vois. Oui, les chiffres du FMI sont tombés. Ouais, le Fonds monétaire international annonce que la croissance mondiale pourrait chuter à 2,5%. Enfin, c'est un plancher qu'on n'avait pas vu depuis la pandémie, c'est fou. Et en même temps, l'inflation mondiale remonte à 5,4%. La question qui me vient direct à l'esprit en voyant ça, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Comment ça? Est-ce qu'une croissance qui s'effondre à 2,5%, c'est le résultat direct de ce blocage potentiel à Hormuz? Ou est-ce que cette crise géopolitique, c'est juste genre l'étincelle qui met le feu à un système économique mondial qui était de toute façon déjà au bord du précipice? Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique de la contagion, en fait. Cette inflation à 5,4%, c'est pas un phénomène uniforme qui frapperait tous les pays avec la même intensité. Ok, donc ça touche pas tout le monde pareil. Pas du tout. Ce qu'on observe en analysant les documents, c'est que les économies en développement encaissent un choc asymétrique, d'une violence inouïe. La situation dans le détroit d'Ormuz, elle est d'ailleurs qualifiée dans les sources de, je cite, poison économique global.
Ah oui, le terme est fort. Et c'est fort parce que ça n'affecte pas seulement Wall Street ou la City. C'est qualifié comme ça parce que ça détruit littéralement le pouvoir d'achat dans les pays de l'hémisphère sud. Attends, je veux bien comprendre ce mécanisme. Parce que sur le papier, une flambée du brut à Tokyo ou à Londres, ça devrait pénaliser tout le monde, non? En théorie, oui, tout le monde paye plus cher. Ah bah voilà, je veux dire, les pays développés, ils importent eux aussi des quantités astronomiques de pétrole. Pourquoi cette inflation, elle frapperait de manière si, disproportionnée les pays en développement? Alors l'explication, elle se trouve du côté du marché des devises. Faut savoir que le pétrole s'achète massivement en dollars américains. D'accord? Donc quand le prix du baril explose à cause des tensions à Hormuz, un pays en développement, il doit soudainement trouver beaucoup plus de dollars pour acheter la même quantité d'énergie, une énergie qui est vitale pour sa survie, hein. Et pour obtenir ces dollars, Il doit vendre sa monnaie. exactement, ce pays doit vendre sa propre monnaie sur les marchés internationaux pour acheter du dollar. Et cette vente massive, ça dévalue mécaniquement la monnaie locale. Ah, je vois. Donc le pays se retrouve avec une monnaie qui perd de sa valeur au moment même où sa facture énergétique grimpe en flèche. C'est la double peine, mais ça va encore plus loin. Une fois que la monnaie locale s'est effondrée, tout ce que ce pays importe coûte soudainement plus cher. Ah ouais, logique, l'effet cascade. C'est ça. Et c'est pas seulement le carburant qui est impacté, tu vois. Ce sont les matières premières, les engrais pour l'agriculture et surtout les denrées alimentaires de base. Ce qu'on appelle l'inflation importée, elle explose littéralement. Ah, c'est terrible. Voilà pourquoi un blocage maritime à Hormuz, ça se limite pas à un simple problème de transport logistique. C'est une réaction en chaîne purement mathématique, où l'insécurité physique d'un pétrolier, ça se transforme genre quelques semaines plus tard en une augmentation dramatique du prix du pain ou du riz pour des millions de personnes. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette onde de choc, elle se contente pas de frapper les pays en développement. Quand la pression financière s'accentue à ce point, quand le coût de l'énergie grippe toute la machinerie, c'est les structures politiques elles-mêmes qui commencent à céder sous le poids. Oui, on le voit très bien avec ce qui se passe sur le continent européen. Absolument. Et ça nous mène direct à la situation en Europe de l'Est. Un véritable séisme politique vient de frapper la Roumanie. En gros, le pays n'a plus de gouvernement. La coalition au pouvoir s'est complètement effondrée après avoir perdu un vote de confiance. C'est un événement majeur, oui. Et la conséquence directe de cette chute gouvernementale, elle est vertigineuse. On parle de 30 milliards d'euros de réformes issues des fonds européens qui sont immédiatement gelés. 30 milliards! C'est un chiffre faramineux, surtout pour un seul État membre. Mais c'est fou, quoi. Mais ce qui me pose problème ici, c'est la logique derrière ce gel. Je veux dire, pourquoi bloquer cet argent? L'argent, il était alloué pour les infrastructures spécifiques. On parle notamment d'autoroutes en Transylvanie, de vastes réformes du système judiciaire. Oui, et des projets très concrets sur le terrain. Ben oui, le pays a toujours besoin de ces autoroutes, même sans Premier ministre. Les habitants sont toujours là. Pourquoi Bruxelles ferme le robinet de manière aussi abrupte au lieu de laisser les chantiers avancer? En fait, si l'on relie cela à une vue d'ensemble, il faut comprendre l'architecture même de l'Union européenne. Bruxelles, ça fonctionne pas comme un distributeur automatique de billets où on se sert et on part. Je me doute bien, mais quand même. Les 30 milliards d'euros dont on parle, ce sont des flux de capitaux massifs qui exigent une reddition de comptes super stricte. Il faut des audits continus et surtout, il faut un interlocuteur légal souverain qui soit capable de s'engager sur des jalons de réforme très précis. Donc, s'il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de garant? C'est exactement ça. L'Europe conditionne le versement de ces fonds à la garantie que l'argent, il va pas se perdre dans les méandres administratifs ou pire, dans des réseaux de corruption. Sans un gouvernement légitime pour apposer une signature qui engage l'État, le mécanisme de confiance s'arrête net. C'est brutal, quoi. Mais le coût de cet arrêt brut, il est colossal. On met des chantiers sur pause du jour au lendemain, juste comme ça. Et c'est justement ce qui déclenche une énorme anxiété actuellement sur tous les marchés d'Europe de l'Est. La paralysie roumaine, elle devient un risque régional. Comment ça, régional? Ça déborde les frontières, quoi. Mais complètement. La construction d'une autoroute en Transylvanie, tu crois que c'est qu'une affaire locale? Ça implique des sociétés d'ingénierie allemandes, ça implique du béton qui est acheté en Bulgarie, des sous-traitants autrichiens et des banques régionales qui ont avancé les fonds en attendant les fameux remboursements européens. Ah oui, la chaîne est immense. Voilà. Si le projet s'arrête brutalement juste parce qu'un vote de confiance a échoué à Bucarest, c'est toute cette chaîne d'approvisionnement transfrontalière qui se retrouve complètement asphyxiée. C'est l'effet domino dans toute sa splendeur. On réalise à quel point le système est hyper interconnecté, mais aussi incroyablement fragile. C'est la vulnérabilité de la mondialisation, en fait.
Ouais, d'un côté, on a une croissance mondiale menacée par des tirs dans un petit détroit de quelques kilomètres de large. De l'autre, on a tout un marché européen paralysé par les manœuvres politiciennes d'une coalition qui s'effondre. Face à ce panorama, pour ceux qui écoutent, on pourrait facilement céder au cynisme, quoi, ou au sentiment que le monde est totalement chaotique, dénudé de la moindre stabilité. C'est un sentiment très courant quand on fait face à ce genre de macro-événement, oui. C'est pourquoi la suite des événements de ce 5 mai 2026 offre un contraste qui, pour moi, frôle presque la poésie, tu vois. Face au désordre des systèmes humains qu'on vient de décrire, on trouve soudainement un refuge dans une maîtrise absolue de la géométrie et de la mécanique. Et ça se passe d'abord, aussi étonnant que ça puisse paraître, autour d'une table de snooker. C'est vrai que le basculement est radical, c'est le moins qu'on puisse dire, mais tu vas voir, ça répond à une logique très humaine face à la complexité. L'information sportive du jour, dans les sources, c'est le sacre de Wu Yizhe qui vient de remporter le championnat du monde de snooker 2026. Et ce qui rend cet événement mémorable, c'est pas seulement la victoire en elle-même, c'est l'âge du joueur. Il a 18 ans. C'est exceptionnel à ce niveau de compétition. Mais oui. Il entre instantanément dans l'histoire comme l'un des plus jeunes champions du monde de la discipline. C'est la confirmation éclatante que la relève chinoise a définitivement pris le contrôle. Et le contraste est vraiment magnifique, puisqu'en même temps se déroule le tournoi des World Seniors, avec l'icône absolue Ronnie O'Sullivan. On a vraiment la légende face à la jeunesse absolue. Ce passage de relais entre générations, ça illustre bien une forme de permanence dans le sport. Mais au-delà de l'âge de Wiz, ce qui fascine dans le snooker et ce qui résonne avec notre discussion, c'est le niveau d'exigence cognitive. C'est exactement ça. Quand on regarde un joueur comme Wiz, 18 ans, courbé sur le tapis vert, il n'y a aucune place pour le hasard. Aucune. Tout est calculé. Il doit anticiper la friction du drap, calculer l'angle de rebond sur les bandes au millimètre près, doser l'impact pour que la boule blanche, après avoir empoché la rouge, elle vienne se placer précisément à l'endroit idéal pour le coup suivant. C'est littéralement de la trigonométrie appliquée et c'est exécuté sous une pression psychologique immense. C'est l'ordre parfait généré par le talent humain. Et cet ordre à l'échelle d'une table de jeu, ça fait curieusement écho à une mécanique beaucoup plus vaste et qui se déploie juste au-dessus de nos têtes. Ouais, le timing des sources est en effet parfait. L'autre événement majeur qu'on analyse, et celui-ci est complètement céleste, c'est le pic des Eta Aquarides, attendu pour le 6 mai, donc c'est demain matin. C'est un événement astronomique magnifique. Il s'agit d'une pluie d'étoiles filantes spectaculaire, et ce qui rend ce phénomène si captivant, c'est son origine même. Ces météores, c'est rien d'autre que des poussières laissées dans le sillage de la comète de Halley. La mécanique, elle est implacable. Oui, on peut presque régler sa montre dessus. C'est ça. On annonce jusqu'à 40 météores par heure, avec une visibilité optimale pour l'hémisphère sud. Pour les observer, la consigne, elle est super simple. Faut regarder vers l'est, environ 2 heures avant l'aube. Il n'y a même pas besoin de télescope, juste ses yeux. Et pour couronner le tout, la nature est clémente. Si la météo est un peu nuageuse, le pic d'activité s'étale généreusement sur 2 nuits. C'est une belle compensation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Enfin, pourquoi on s'attarde sur un ado qui joue au billard et des poussières de comètes, quand le monde menace de plonger en récession ? Je peux pas m'empêcher de voir une symétrie fascinante. Je te suis complètement sur cette réflexion. D'un côté, on a la géométrie mentale d'un joueur de 18 ans, qui est capable d'imposer un ordre parfait à un environnement clou. De l'autre, on a la mécanique orbitale implacable de notre planète qui croise un champ de débris cosmiques à une date, une heure et un endroit tellement prévisible qu'on peut dire à quelqu'un « regardez à l'est, 2 heures avant l'aube ». Dans les deux cas, on est confronté à une certitude mathématique qui est hyper apaisante. Et qui s'oppose frontalement, bien sûr, au chaos irrationnel d'une guerre asymétrique au Moyen-Orient ou d'une crise gouvernementale à Bucarest. Exactement. C'est le contraste total. Mais tu sais, cela soulève une question fondamentale sur la manière dont notre esprit, l'esprit humain, traite l'information à grande échelle. Face à des menaces systémiques, genre une inflation à 5,4% qui ronge l'épargne, ou un conflit qui menace 20% de l'approvisionnement énergétique mondial, l'individu ressent un profond sentiment d'impuissance. C'est sûr, on sent tout petit, on a l'impression de rien contrôler. Et c'est là le point crucial. Le cerveau humain déteste cette perte de contrôle. Donc, se tourner vers l'excellence sportive comme le snooker ou vers des phénomènes astronomiques réguliers, c'est pas de la simple distraction. C'est pas juste pour s'évader alors ? Non, c'est un besoin psychologique vital d'ancrage. Quand un joueur réussit un coup magistral au snooker, ça veut dire que les règles physiques ont été respectées, l'effort et la précision ont été récompensés de manière totalement prévisible. L'équation a fonctionné, quoi. Voilà.
De la même manière, quand la Terre traverse la poussière de la comète de Halley, à la date exacte qui était prévue, ça nous rappelle que, malgré l'effondrement de tel ou tel gouvernement, les lois fondamentales de la nature restent inébranlables. C'est vraiment un contrepoids cognitif indispensable pour ne pas sombrer dans l'anxiété face à des dynamiques économiques et politiques sur lesquelles nous n'avons individuellement, en tout cas, absolument aucune prise. Ce contrepoids, il est effectivement salutaire et je trouve qu'il boucle parfaitement notre trajectoire du jour. Si on résume pour ceux qui nous écoutent, on a amorcé cette réflexion en observant le détroit d'Ormuz, cette fameuse artère énergétique où l'instabilité militaire se transforme presque alchimiquement en ce poison économique qui asphyxie les pays en développement à travers l'effondrement de leur monnaie. Tout à fait, le premier domino. Ouais. Ensuite, on a suivi ce fil de la fragilité jusqu'en Europe, où l'on a constaté qu'il suffit d'un simple vote de confiance raté en Roumanie pour geler 30 milliards d'euros, terrifiant les marchés régionaux et bloquant des autoroutes à peine entamées. Le deuxième domino de notre analyse, qui montre l'interconnexion de nos systèmes. C'est ça. Mais au lieu de rester paralysé par la précarité de nos propres systèmes financiers et diplomatiques, on a levé les yeux. D'abord vers la table de snooker, pour admirer le triomphe de l'ordre mental d'un jeune de 18 ans, puis carrément vers la voûte céleste, pour y trouver la cadence immuable des étoiles. Et l'enjeu de cet exercice, pour tous les esprits curieux qui suivent cette analyse, c'est vraiment de cultiver notre capacité à maintenir ces différentes réalités en tension. C'est-à-dire, C'est la seule véritable parade contre la saturation mentale de l'actualité. Il faut comprendre comment une chaîne d'approvisionnement mondiale peut se briser en quelques heures, oui, mais tout en gardant à l'esprit la résilience de l'excellence humaine et l'immensité des cycles cosmiques. C'est cette mise en perspective qui permet d'aborder les crises de notre époque avec un esprit critique affûté plutôt qu'avec panique, tu vois. c'est une mise en perspective qui nous pousse d'ailleurs vers une ultime réflexion pour clôturer notre analyse d'aujourd'hui. Parlons un instant de cette fameuse comète de Halley dont on s'apprête à traverser la poussière demain matin. Son orbite, elle est de 76 ans en moyenne. Elle traverse notre ciel de manière cyclique depuis des millénaires. Oui, elle était déjà là bien avant nous. Bah oui, les civilisations antiques l'observaient déjà avec fascination, et parfois même avec effroi, hein. Et si l'on pousse le raisonnement un peu plus loin, cette immense boule de glace et de roche, elle a vu naître, prospérer et s'effondrer d'innombrables empires au cours de l'histoire humaine. C'est un témoin silencieux de l'histoire. Exactement, des empires entiers qui, comme nous aujourd'hui, s'affrontaient pour le contrôle de ressources stratégiques. Je veux dire, les légions romaines ou les empires mésopotamiens avaient leurs propres équivalents du détroit d'Ormuz. Ils connaissaient eux aussi l'effondrement de coalitions politiques et le blocage de routes commerciales, un peu à l'image des 30 milliards gelés de la Roumanie. L'histoire bégaye, comme on dit. C'est clair. Et ça laisse une question assez vertigineuse en suspens pour quiconque éteint cette analyse aujourd'hui. Quand on prend le recul imposé par cette gigantesque horlogerie cosmique, est-ce que nos angoisses contemporaines concernant l'inflation à 5,4% et nos structures macroéconomiques si complexes ne sont-elles finalement qu'une parenthèse minuscule et vulnérable ? C'est une question très profonde. Au bout du compte, se pourrait-il que la matière brute enfouie sous le détroit d'Ormuz et la poussière lumineuse semée par une comète millénaire soient les seules véritables constantes de ce monde, des constantes qui observent nos crises passagères avec une parfaite indifférence. Vu sous cet angle, c'est vrai que ça remet les choses à leur place. C'est qu'une pensée vertigineuse, mais étrangement apaisante, à garder dans un coin de l'esprit pour tous ceux qui demain, 2 heures avant l'aube, tourneront le regard vers l'Est pour observer les étoiles filantes. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des rouages de notre information et à la prochaine pour continuer de décrypter ensemble le monde qui nous entoure.